Merci d'accueillir, et on est en connexion avec lui depuis Paris, Jean-Gabriel Ganassia, professeur à l'Université de Paris, philosophe. Il est auteur de nombreux ouvrages sur la place de l'informatique, de l'intelligence artificielle et des nouvelles formes de communication. Jean-Gabriel Ganassia, qui ne pouvait être physiquement avec nous cet après-midi, mais qui a tenu à participer au travers d'une vidéoconférence pour parler de l'âge de maturité de l'intelligence artificielle dans les métiers de la banque et de l'assurance. Jean-Gabriel Ganassia, qui pourra rester avec nous également quelques secondes en vidéoconférence un peu avant 16h30 pour répondre à une ou deux de vos questions. Voilà, Jean-Gabriel Ganassia, j'espère que vous m'entendez correctement. Nous, on vous voit bien en tous les cas ici à La Rochelle. Je vous entends parfaitement. Vous êtes le bienvenu. Vous m'entendez ? Oui, et merci à vous d'être avec nous. Alors. Pascal, si je ne me trompe pas, dans l'amphithéâtre. Donc je vais commencer peut-être à... Oui, allez-y, monsieur Ganassia. Voilà, c'est ça. Donc l'objectif, c'était de rappeler un tout petit peu ce qu'était l'intelligence artificielle, encore que beaucoup de gens le sachent, et de préciser les choses, et puis ensuite de voir la question possible de l'intelligence artificielle dans le secteur des assurances et des banques. Rappelez que l'intelligence artificielle est une discipline scientifique. C'est important parce que, au sens, dans le public, il dit que l'intelligence artificielle, comme... Excusez-moi, j'ai un problème. J'ai coupé mon... je vérifie. Excusez-moi, j'ai un retour sonore qui est assez... écoutez, nous, on a quelques petites micro-coupures, mais sur la question du son, en tous les cas, on n'a pas de souci. Vous avez des coupures aussi ? Oui, un petit peu, mais on va couper le micro ici. Alors, voilà. Allez-y, ça devrait être plus facile pour vous. Donc, là, ça va nettement mieux, si vous m'entendez. Donc, je voulais dire que l'intelligence artificielle, c'est d'abord une discipline scientifique. C'est important parce qu'aujourd'hui, dans le grand public, on prend souvent le terme au sens littéral, et c'est une entité qui serait intelligente, ce qui rapproche bien sûr cela d'un scénario de science-fiction. Et cette discipline scientifique est née il y a un peu plus de 60 ans aux États-Unis. C'est une discipline qui a été créée par des qui venaient de découvrir les ordinateurs et qui pensaient qu'on pouvait essayer de simuler des facultés intellectuelles, décomposer l'intelligence en fonctions cognitives élémentaires et ensuite de les simuler pour mieux comprendre l'intelligence. Et puis il y avait un deuxième objectif derrière qui était de se dire, si on simule ces facultés cognitives, les utiliser pour des applications pratiques. Et ils avaient les deux objectifs en vue. Il faut savoir, par exemple, que l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, Herbert Simon, est devenu ensuite prix Nobel d'économie. Donc il avait une idée extrêmement précise de ces choses. En 60 ans, l'intelligence artificielle a fait beaucoup de progrès. On peut même dire que c'est la discipline qui a le plus transformé le monde. Ce dont on ne se souvient pas, c'est que le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications avec l'hypertexte, le HTTP, le protocole web, le langage d'écriture des pages web, est tout à fait révélateur de ce point de vue-là. Or, l'hypertexte, c'est un modèle de mémoire produit avec l'intelligence artificielle en 1965 et ensuite qui a été couplé au réseau de télécommunications. C'est devenu. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle. J'ai dit que c'était une discipline ancienne, donc il y a eu des phases différentes. Il y a eu un enthousiasme au début, ensuite une déception, ensuite un enthousiasme dans les années 80, puis ensuite des déceptions avec des hésitations. Alors je crois que ce qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle, permettent de modéliser des fonctions cognitives. Alors, ces fonctions cognitives, c'est par exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, la mémoire, l'apprentissage, c'est un type de fonction, mais il y a bien d'autres fonctions cognitives, et on peut les regrouper en 5 catégories. Alors, la première, c'est la perception,
comment est-ce qu'on construit représentation, comment on interprète des signaux issus de capteurs, comment on construit donc une mémoire à partir de données. La deuxième, c'est effectivement tout ce qui touche à la mémoire et à l'apprentissage. La troisième, c'est le raisonnement, qu'on peut voir comme étant un calcul sur la représentation pour stimuler la pensée. Ça, c'est un agent isolé. Et ensuite, il faut que l'agent communique. Donc, le quatrième aspect qui est vraiment central, et vous allez voir que dans vos métiers, je pense que c'est important, c'est tout ce qui a trait aux fonctions expressives des agents. Et puis enfin, le cinquième, c'est les fonctions exécutives. Donc, comment, une fois qu'on a pris une décision, est-ce qu'on va la mettre en œuvre? Alors, comment est-ce que ça va se traduire aujourd'hui? Les domaines chauds de l'intelligence artificielle, je crois qu'il y en a 4 qui sont importants. Bon, on a vu l'apprentissage machine, ça c'est ce qui est le plus apparent, ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, c'est l'apprentissage supervisé. Mais il y a d'autres domaines qui sont très importants. Il y a ce qu'on appelle la recherche d'information, qui est tout à fait centrale. Et, par exemple, un système comme Watson d'IBM, c'est de la recherche d'informations dans des grandes bases de données. Ensuite, il y a les agents conversationnels qui sont extrêmement importants parce qu'ils vont permettre de dialoguer avec des systèmes. J'ai parlé des fonctions expressives, ce sont des questions tout à fait essentielles aujourd'hui. Vous voyez bien que les grands acteurs de l'Internet, pour beaucoup, essaient de développer des agents conversationnels. Je ne sais pas si vous connaissez la colonne Echo d'Amazon, elle n'est pas en vente en France. Les trappes de l'assistant, ou un Tay qui a défrayé la chronique, l'agent de Microsoft. Donc tout ça, oui, c'est une gamme de produits. Donc ça, c'est la troisième chose. Et puis enfin, tout ce qui est aide à la décision et système de raisonnement. Alors maintenant, on va venir à ce qui me semble important dans le domaine qui est le vôtre, à la fois celui des banques et des assurances. Alors moi, il me semble qu'il y a 3 points qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est la question de la prédiction. Vous êtes tous dans des métiers qui ont besoin de faire de la prédiction pour prendre des décisions de façon rationnelle. Les métiers de l'assurance sont des métiers du risque. Il faut être capable d'évaluer le risque. Et l'évaluation du risque, elle se fait en grande partie à partir de l'observation du passé. Et ce système d'apprentissage, de ce point de vue-là, joue un rôle extrêmement important. Et puis, vous êtes aussi dans des métiers de l'anticipation, que ce soit pour les banques ou pour les assurances. Je rappelle, par exemple, pour les grands, que la notion de crédit, c'est lié à la notion de croyance. Et la croyance, c'est bien sûr une anticipation sur le futur. Or, là encore, les techniques d'apprentissage permettent de faire de l'anticipation. Ça se fait donc à partir des techniques que j'ai mentionnées tout à l'heure, d'apprentissage et d'apprentissage profond. Donc ça, c'est une classe d'application de l'intelligence artificielle. Peut-être la plus apparente, mais peut-être pas, disons, à court terme, la plus... enfin, plus exactement, ce sont des choses qui sont assez anciennes et il y a d'autres choses qui sont importantes. Alors, il y a 2 points que je crois centraux dans vos métiers. C'est d'une part les questions qui sont liées à la recherche d'informations. Alors là, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect rechercher de l'information sur le web, ça je crois que c'est tout à fait essentiel, et les techniques d'intelligence artificielle permettent de le faire. Il faut savoir que les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle, mais il y a bien d'autres techniques qui sont liées à ce qu'on appelle questions-réponses, ou les systèmes comme Watson qui ont été conçus pour cela. Alors, les applications, il me semble qu'il y a, de ce point de vue-là, 2 types qui sont la législation, la recherche des lois. Dans les secteurs des assurances et des banques, il y a des législations de plus en plus complexes. Alors, je passerai sous silence, sans commenter trop, le futur règlement sur les données personnelles qui devrait, je crois, être utilisé à partir du mois de mai prochain. Mais je ne sais pas si vous avez, j'imagine que vous l'avez fait, feuilleté la loi. Elle fait plusieurs centaines de pages et c'est donc d'une grande complexité. Mais sans aller jusque-là, il y a dans le domaine des banques et des assurances énormément de points législatifs et ces systèmes
un accès à la législation sur chaque problème posé. Et je pense qu'à l'intérieur des différentes organisations, ça peut jouer un rôle, et ça commence à jouer un rôle extrêmement important. Et donc pour le futur, ce sera central. Et puis il y a un deuxième type d'application qui tient là encore à des problèmes d'intégration de bases de données. Dans les différents métiers qui sont les vôtres, il y a des produits qui sont de plus en plus complexes. Que ce soit pour les produits de placement, pour les banques, ou les produits d'assurance, et le conseil aux clients peut se faire justement avec ces produits. Souvent, les gens qui sont chargés de faire ce conseil aux clients n'ont pas toutes les compétences qui leur permettent de faire des propositions, et donc ils peuvent s'aider de systèmes qui leur permettent de proposer le produit le plus approprié. Moi, je sais que j'avais eu il y a très longtemps des échanges avec des banques sur ces questions-là, parce que les directions des banques peuvent proposer aux clients, par ignorance des personnes qui sont chargées de leur proposer. Donc ça, vous voyez, c'est un deuxième type d'application de l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est recherche d'information, recherche intelligente de l'information, que ce soit les questions de recherche de législation, ou alors les questions recherche de produits extrêmement complexes, en adaptant le produit à l'utilisateur. Et puis il y a un type d'application qui est très courant aujourd'hui, c'est tout ce qui a au contact avec le client. J'ai parlé tout à l'heure des agents conversationnels, bien évidemment. Ce type de choses peut être extrêmement précieux pour échanger directement, pour limiter le nombre d'intermédiaires, pour limiter le temps passé avec le client. Mais il y a d'autres choses qui sont tout ce qui a trait à la lecture automatique de mails, de messages, au filtrage d'informations, pour se concentrer. On est dans un monde d'information où les sollicitations par courrier électronique sont de plus en plus importantes, et donc un pré-filtrage est extrêmement précieux. Et les techniques d'intelligence artificielle, là, sont des techniques de traitement automatique du langage naturel. Donc vous voyez qu'on est loin des techniques d'apprentissage machine, même si on peut utiliser des techniques d'apprentissage machine pour mettre cela en œuvre. Mais donc ces techniques peuvent être extrêmement utiles. Et puis, j'ai dit donc, ça c'est pour la lecture des courriels, la lecture des informations, mais il peut y avoir aussi des outils d'aide à la génération de lettres qui permettent, là encore, d'accélérer le travail des opérateurs dans, par exemple, les agences ou dans les assurances. Ce sont des textes préformés qui sont adaptés et donc qui sont pré-remplis en fonction du contexte. Et là encore, ça peut faire gagner un temps extrêmement précieux. Terminer cet exposé en disant que l'intelligence artificielle, donc on a vu, il y a un certain nombre d'applications, il y a un certain nombre d'inquiétudes aussi sur l'intelligence artificielle, mais je crois que ce qui est important et ce qu'on ne mesure pas assez souvent, c'est que l'intelligence artificielle, ça n'est pas justement, contrairement à ce qu'on a tendance à dire dans le grand public, ce ne sont pas des machines qui sont autonomes, qui sont des partenaires. Et on peut caractériser ça en disant que les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas seulement des systèmes techniques, des objets techniques qui sont indépendants de nous, mais ce sont des systèmes socio-techniques, c'est-à-dire des systèmes qui prennent sens dans une organisation et au regard de cette organisation. Et je crois que dans les métiers qui sont les vôtres, ça a une importance toute particulière. Moi, je vais vous donner pour ça deux exemples qui me semblent très illustratifs de cela. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a un certain nombre d'années, j'avais participé de loin, parce que je ne travaillais pas directement dessus, mais j'avais quand même participé à la mise en place d'un système d'aide au
placement des particuliers. C'était fait avec une banque, dont je n'aurai pas le nom aujourd'hui. Mais ce qui était très intéressant, c'est que ce système était assez bien, avec les techniques qu'on utilisait à l'époque, c'est ce qu'on appelait les systèmes experts, il était assez satisfaisant. Et pourtant, ce système n'a jamais été utilisé. Alors, il n'a jamais été utilisé parce que il n'y avait pas chez les différents acteurs de volonté de l'utiliser. Alors pourquoi? Parce qu'il était destiné au départ à remplacer plus ou moins, ou à aider, la question se posait, elle n'avait pas été clarifiée, les chargés de compte dans les agences. Or, les chargés de compte ne voulaient pas l'utiliser parce qu'ils avaient le sentiment qu'il était fait pour se substituer à eux et, à terme, passer complètement. Or que, bon, certainement, ils auraient pu tirer profit pour apprendre à le faire. Et puis, les clients eux-mêmes n'auraient pas voulu l'utiliser parce qu'ils auraient suspecté la banque d'avoir une intention cachée à travers ces systèmes de placement, ce qui est bizarre parce qu'ils ne suspectaient pas les chargés de compte eux-mêmes. Mais là, il y avait un homme et donc on voit qu'il y avait un rejet qui était lié certainement à un manque de réflexion sur la place de ce système d'intelligence artificielle dans une organisation, dans l'ensemble de la collectivité. Puis je prends un deuxième exemple, c'est celui des agents conversationnels. J'ai dit tout à l'heure, les agents conversationnels sont un sujet extrêmement à la mode. Les grandes entreprises, beaucoup d'entre elles, essayent de développer ce type de choses. Or, ces agents conversationnels sont extrêmement difficiles à mettre en place. Donc on nous promet qu'il y en aura beaucoup qui vont, dans les années à venir, jouer un rôle central. Et effectivement, les agents conversationnels, s'ils se mettaient en place, auraient certainement un rôle mais je vais vous donner un exemple. Un VIV, c'est la suite de Siri, avait comme proposition publicitaire de faire d'aider les gens à acheter leur pizza. C'est-à-dire qu'ils disaient, c'était cool, de chez vous, vous allez commander directement votre pizza. Ça veut dire, si ça se mettait en place, que vous auriez un court-circuit, c'est-à-dire que la restauration de proximité serait soumise au diktat des opérateurs qui disposeraient de ces agents conversationnels. En d'autres termes, il se produirait un tout petit peu ce qui se produit avec Booking.com. Quand vous allez voir les hôteliers, au départ, ils étaient très contents parce que ça remplissait leurs hôtels, et aujourd'hui, ça leur pose problème parce qu'ils comprennent que des organismes comme Booking.com prennent une portion importante, ils ont un pourcentage sur le prix qui est important, et surtout, ils ont un rôle tout à fait central de communication avec le client. On peut dire que c'est un chaînon terminal dans toute une chaîne de valeur, et donc ça pourrait avoir des conséquences considérables. Alors, on voit aujourd'hui quelques agents conversationnels qui existent dans plein de domaines. Le problème, c'est que ces agents conversationnels, lorsqu'ils sont en contact avec le grand public, ils sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre parce qu'il y a une grande polysémie dans les questions qu'on leur pose. Alors, ça ne veut pas dire que ces techniques ne sont pas utiles dans un contexte très précis. Alors ça pourrait être utile dans un contexte professionnel, par exemple, à l'intérieur d'une banque, entre déjà une compétence et qui ont des types de questions très précises et qui pourraient utiliser ce type de technique pour faire une recherche à l'intérieur de grandes bases d'informations. Bien sûr, ce ne serait pas destiné au grand public, ce serait destiné à un public assez spécialisé, à des professionnels qui auraient déjà dans leur formulation de questions une certaine conformité. Et à ce moment-là, ce sont des techniques qui sont extrêmement utiles. Donc en conclusion, je crois, c'est que l'intelligence artificielle, donc, dans tous les métiers qui sont les vôtres, à mon sens, potentiellement devrait ouvrir sur un nombre considérable d'applications. Il y a déjà beaucoup d'applications, mais en même temps, il faut bien préciser chaque fois sur ces applications exactement quel en est l'objectif de façon très précise pour bien comprendre les limites et les potentialités. Voilà, écoutez, je crois que j'ai épuisé mon quart d'heure et je suis à votre disposition, même un peu plus, je suis désolé, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Merci Jean-Gabriel Ganassia d'être intervenu avec nous cet après-midi. Oui, ça y est, on a remis, vous inquiétez pas. On va compléter vos propos avec Ludovic Favaret et Michel Gilou. Ludovic Favaret de la Banque Populaire et Michel Gilou pour Cérès d'Ocapost. Et vous allez voir Jean-Gabriel Ganassia que vous avez parlé de ce pizzaiolo du coin de la rue peut-être. Et bien justement, je vais venir là-dessus avec Ludovic Favaret, parce qu'à la Banque Populaire Aquitaine-Atlantique, hein, vous êtes non pas pizzaiolo, Ludovic Favaret. Et quoique, je ne sais pas, vous faites peut-être de très bonnes pizzas. Non, pas du tout. Ces commerçants de proximité dont parlait Jean-Gabriel Ganassia, est-ce qu'un jour ils vont bénéficier eux aussi de cette intelligence artificielle ? D'abord, merci pour la question. C'est une perche que je vous remercie de me tendre. Le sujet que vous abordez là, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est la capacité pour le secteur bancaire ou assurance de pouvoir valoriser les données de nos clients, et notamment les clients professionnels, pour créer de la valeur pour eux. L'idée, c'est quoi ? Très simplement, c'est de se dire, toutes les grandes enseignes, voilà, les franchisés, etc., arrivent à avoir des systèmes de data marketing qui leur permet de prendre la main sur le commerce de proximité. Nous venons de lancer une offre qui s'appelle FitPro, qui est en fait très très simple et basée sur l'observation. Nous vendons à nos clients commerçants des TPE, des terminaux de paiement. Un terminal de paiement, c'est quoi ? C'est un petit bout de technologie qui permet, lorsqu'on insère une carte bleue à l'intérieur, de pouvoir quelque part effectuer une transaction de paiement et de stocker des données sur un SI. Ces données qui sont stockées semaine après semaine, mois après mois, constituent un vrai gisement de valeur qu'on a cherché à restituer aux clients. On le restitue comment ? En créant pour notre client professionnel un véritable data marketing qu'on lui met à sa disposition pour que le client soit capable de se dire voilà, quel est le véritable panier moyen pour mes clients ? Est-ce que mes clients ils viennent 2 fois, 3 fois dans le mois, ou est-ce qu'ils viennent 4 ou 5 fois, etc. Et on leur met à disposition la solution qui leur permet de développer un vrai système de fidélité, de pouvoir faire venir leurs clients et revenir leurs clients. Bref, on positionne nos conseillers professionnels, non pas comme un conseiller bancaire classique, mais comme un business partner. Et là, ça change vraiment la dimension de nos conseillers. Tout ça en s'appuyant sur quoi ? Sur la donnée valorisée au service de nos clients. Donc oui, je crois que quand on parle d'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, et on va en parler, on va débattre autour de ce sujet, ce qui est intéressant à mon sens, moi je suis désolé, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne suis absolument pas expert en intelligence artificielle, c'est absolument pas mon credo, mais je suis juste convaincu d'une chose, c'est que l'intelligence artificielle ne peut marcher que si dans nos établissements, nous avons des données de qualité, que nous connaissons ces données et que nous sommes en capacité de les valoriser. Que ce soit des données internes issues de nos systèmes d'information, que ce soit des données que l'on va collecter en complément des données internes, voilà, des transactions qui peuvent passer sur nos sites internet, des messages, des fils data qu'on peut recenser sur les réseaux sociaux, etc., qu'on arrive à mettre en cohérence l'ensemble de ces données et à créer de la valeur. Créer de la valeur pour nous en tant que banquiers et créer de la valeur pour nos clients, pour leur business. Michel Gilou, chez Cérès d'Ocapost, est-ce que vous partagez ces notes d'espoir ? Est-ce que effectivement l'intelligence artificielle c'est un nouvel Eldorado, comme on semble dire depuis 10 heures ce matin, ou il y a un petit bémol de votre côté ? Alors oui, effectivement, je crois qu'on a tous entendu parler très récemment de l'intelligence artificielle avec effectivement l'idée que c'est un Eldorado. On parle d'expressions du type une intelligence artificielle, donc on visualise tout de suite des sortes de robots, des robots intelligents, autonomes. Alors en réalité, on peut faire peut-être un bilan qui est un peu mitigé. Alors, il faut dire que l'intelligence artificielle, comme l'a rappelé Jean-Gabriel Ganassia, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Oui. C'est quelque chose sur lequel il y a eu des vagues d'enthousiasme et puis des vagues de déception, mais dans les faits, c'est quelque chose qu'on utilise aujourd'hui, dont on bénéficie aujourd'hui. Et pour vous donner un exemple que nous connaissons bien chez Docapost, il faut savoir que c'est nous qui développons les logiciels qui permettent à la Poste de faire le tri automatique du courrier, en captant automatiquement les informations à partir d'images des enveloppes qui sont traitées dans les centres de tri. Et depuis, je dirais au minimum 20 ans, ces logiciels incorporent de l'intelligence artificielle. Donc, quelque part, c'est un bilan positif.
que de savoir que ces technologies existent, sont appliquées et rendent des services tous les jours. Et je pense que si vous avez écrit un courrier avec une adresse manuscrite dans les 20 ans qui précèdent, vous en avez bénéficié. Voilà. On est en train de promettre un futur qui est déjà le passé, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Alors, il se trouve qu'il y a eu très récemment des avancées technologiques importantes. Vous avez tous entendu parler de Deep Learning. Deep Learning, si c'était une marque qui avait été inventée, ça serait un coup de génie, hein, puisque le terme Deep, apprentissage profond, nous fait tout de suite imaginer quelque chose de très intelligent, de très complexe. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait référence à un dispositif technique, à une architecture informatique qui existait, encore une fois, il y a 20 ans, mais dont on a prouvé récemment qu'en empilant des couches de neurones artificiels, on arrivait à des résultats meilleurs. Voilà. Et il se trouve que ces dernières années, les puissances de calcul disponibles permettent d'exploiter ce genre d'architecture. Donc voilà aujourd'hui pourquoi on parle à nouveau d'intelligence artificielle. Ce n'est pas le seul modèle d'ailleurs qui peut être exploité dans ces technologies. Et c'est pourquoi il y a effectivement des avancées techniques importantes qui amènent à des progrès en termes de performance notamment grâce à ces technologies. On a le temps d'une question. Est-ce qu'il y a une question ou pour Monsieur Favaret, accepter les pizzas comme il vous l'a dit, ou pour Monsieur Gilou, Jean-Gabriel Ganassia? Allez, c'est Jean-Marc Augier, le président de l'université, qui va poser une question de conclusion. Non, pas une conclusion, c'est une question vraiment. Mais je voudrais tout d'abord remercier Jean-Gabriel pour avoir accepté de prendre un peu de son temps précieux pour nous faire cette présentation très intéressante. J'aurais une question qui croise des échanges que nous avons eus ce matin sur l'assurance comportementale avec l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. À cette occasion, Ludovic Favaret de la Banque Populaire a posé la question de la capacité de traiter des informations de niveau de structuration variable. Qui vont à la fois de contenus qui sont très structurés dans les systèmes d'information jusqu'à des informations qui sont sur les réseaux sociaux ou encore des images ou des vidéos. Et je voudrais que Jean-Gabriel nous dise ce qu'il en pense de la capacité aujourd'hui de l'intelligence artificielle de traiter des corpus qui sont aussi hétérogènes et aussi complexes pour en extraire de la sémantique. C'est bien cela. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut traiter aujourd'hui des corpus très conséquents avec des éléments d'information qui partent de très bas niveau, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Nous-mêmes, par exemple, on travaille sur de la fusion de données, fusion symbolique de données, qui sont des données hétérogènes, qui viennent de domaines différents. Pour beaucoup, ce sont des informations numériques, mais ça peut être aussi des informations symboliques. Et à partir de ça, on peut faire des interprétations. Alors, ça a été dit tout à l'heure, une partie de la renaissance de l'intelligence artificielle est liée au développement impressionnant des techniques d'apprentissage machine. Et comme il a été dit, ce sont des techniques qui sont relativement anciennes. L'histoire des réseaux de neurones formels remonte assez loin, ça remonte à 1943, mais la mise en pratique des techniques d'apprentissage des réseaux de neurones formels, c'est 1985. Vous voyez, c'est quelque chose qui a 30 ans aujourd'hui, mais il y a eu un regain d'intérêt parce qu'on a aujourd'hui des machines qui sont capables de faire de l'apprentissage sur des grandes masses de données avec des résultats qui sont tout à fait convaincant. Mais bien sûr, il n'y a pas, et c'est ça que j'ai essayé de vous montrer au début de cet exposé, avec peu de temps, mais l'intelligence artificielle ne se résume pas uniquement à l'apprentissage machine avec les réseaux neuronaux. C'est une combinaison de différentes techniques, par exemple des techniques de traitement automatique du langage naturel, des techniques, ce qu'on appelle les ontologies, qui permettent de représenter l'information dans des grands systèmes d'information, d'organisation, et puis effectivement ces systèmes qui permettent de faire de la fusion et de la synthèse. Et tout ça fait qu'on a, je crois, des systèmes qui permettent aujourd'hui de faire des progrès tout à fait substantiels dans l'interprétation de toutes les informations. Je pourrais juste ajouter un petit point important, c'est que le
succès de l'intelligence artificielle, j'ai dit, c'est lié à des techniques qui aujourd'hui peuvent marcher parce qu'on a des machines qui ont des capacités de calcul extrêmement grandes. Mais je crois qu'en regard de ce succès, il faut aussi parler de la nécessité de l'intelligence artificielle. Nous sommes aujourd'hui dans une société de l'information où il y a de plus en plus de capteurs, il y a de plus en plus de flux de textes, et bien sûr tout cela demande à faire l'objet d'interprétation, et il y a une richesse qui est liée à la connaissance qu'on est capable d'extraire de l'ensemble de ces flux d'informations. Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia. Quelques mots Alors, il y a une réalité qui s'impose à nous, pour beaucoup d'entre vous, qui est le TGV de 17h. Donc, comme promis, on va terminer à l'heure pour que vous puissiez prendre la navette. Merci Ludovic Favarette, Michel Gilou d'avoir été avec nous tout au long de cette journée. Jean-Gabriel Ganassia de votre intervention.